Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à Hugo et à la Fondation La Boétie pour son invitation. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui et en même temps, je suis très fâchée. Je suis très fâchée de Cédric Durand qui vient de parler de Trump. Or, Trump, c'est mon fonds de commerce. Trump, si tu me prends Trump, là ensuite pour les médias, ça va être compliqué. Donc je vais me venger. Cédric Durand vous parle de Trump et de ce qu'il fabrique. Donc moi, je vais vous parler d'économie politique. Donc, comme ça, on a un petit peu à front renversé. Plaisanterie mise à part, je voulais en effet commencer le partage de quelques éléments de réflexion avec vous par un moment historique qui n'est pas tout à fait récent, mais qui me semble pertinent, qui est 1973. Peu de temps avant le coup d'État au Chili, qui a vu général Pinochet prendre le pouvoir avec le soutien des États-Unis, un certain nombre d'économistes qui fonderont la grande pensée néolibérale de l'école de Chicago se rendent au chevet de Pinochet pour proposer leurs services et essayer de concilier une structure économique fondamentalement d'extrême droite, fondée sur l'idée de la sécurité nationale, avec un fondamentalisme de marché qu'ils étaient depuis plusieurs années en train de formaliser. On pense évidemment à Friedman, à Hayek, tous ces gens qui considèrent finalement que la démocratie est une variable d'ajustement et qu'on peut faire le marché parfaitement sans la démocratie, ce que les théoriciens du premier néolibéralisme de l'école de Genève avaient déjà, et autrichienne, avaient largement pensé. Et donc on sait que ceux qu'on a appelés les Chicago Boys sont arrivés avec leurs petites valises et leurs modèles économétriques à Santiago pour expliquer comment on pouvait stabiliser le marché en période de crise par l'autoritarisme politique et un paradigme d'extrême droite. Mais il y a un économiste dont on parle peu, et c'est pourtant celui qui m'intéresse, qui ne vient pas de Chicago, mais qui vient du MIT, dans le Massachusetts, qui s'appelle Paul Samuelson. Paul Samuelson, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question des inégalités et qui est fasciné par l'Amérique latine depuis plusieurs années, en particulier par le Brésil et par l'Argentine, qui était au lendemain de la guerre une espèce de modèle économique absolument phénoménal. Et il essaye de comprendre ce qui se passe. Et lorsque Pinochet prend le pouvoir et qu'il voit tous ses copains économistes de l'école de Chicago arriver au Chili, il développe une série de textes qui seront ensuite collectés plus tard, dans lequel il dit « Ce à quoi nous assistons, c'est au capitalisme fasciste ». Et ce mot fasciste, que personnellement je n'utilise pas dans mon travail pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, me semble avoir une pertinence toute particulière ici. C'est-à-dire que ce qu'il comprend, c'est que là où les néolibéraux, après Hayek, disent que trop de distribution mène au totalitarisme collectiviste, à la Russie, à la russe plutôt, à la bolchevique, les bolcheviques du marché, façon Pinochet, façon ultralibéraux, école libertarienne, mènent d'une certaine façon, lorsque le marché est déstabilisé par la politique, il tient ça de Schumpeter avec lequel il avait travaillé, eh bien, il y a un besoin pour un moment fasciste. Et je veux prendre ça comme point de départ parce que Samuelson, c'est celui qui il n'a pas exactement inventé, mais c'est lui qui a rendu populaire l'expression de stagflation. La stagnation économique, c'est-à-dire vraiment des chiffres de croissance en dessous de 2-3%, et l'inflation. Et il dit ça, ce petit élément, cette petite manifestation d'un système qui ne fonctionne pas, c'est le ferment d'un moment fasciste. Or, c'est le moment dans lequel nous sommes aux États-Unis. Même si les États-Unis, au niveau du pur calcul du PIB, qui est en soi déjà extrêmement critiquable, est un moment inflationniste et un moment de faible, de croissance anémique. Et donc, je voudrais penser le moment actuel à partir de la pensée des inégalités et de la question de ce que Samuelson appelle le capitalisme fasciste. Et donc, j'aurais tellement de choses à vous dire sur ce qui se passe aux États-Unis que, évidemment, comme on a 12 minutes et demie, il a fallu choisir. Donc, je me suis contentée de prendre quelques exemples dans la presse parue ce matin pour vous donner quelques exemples de ce que pourrait être la configuration néo-fasciste ou fascisante de la structure de l'économie politique, parce que c'est le capitalisme et l'institution politique autour de Trump aujourd'hui. Le premier titre, qui est assez intéressant parce que Cédric en a parlé, c'est que le New York Times se félicite ce matin des records sur les marchés financiers. C'est-à-dire que le fameux S&P 500, c'est-à-dire les 500 premières capitalisations boursières, se portent très bien, merci pour elles atteignent des sommets pré-Covid, alors qu'on nous avait dit
que l'instabilité sur la question des tarifs, que l'espèce de caractère extrêmement erratique de Donald Trump allait refroidir le processus de capitalisation et d'achat de dollars, etc. Visiblement, pour l'instant, le monde de la finance se porte très bien, et comme l'a dit en effet Cédric, c'est essentiellement parce que près de 40% de cette capitalisation boursière, ce sont les entreprises de la tech. Entreprises de la tech qui, ce sera mon hypothèse aujourd'hui, voient un avenir absolument radieux devant elles, quelles que soient les instabilités provoquées par Donald Trump. L'autre grand titre du New York Times ce matin, c'est le fait que la Cour suprême des États-Unis, dans un appareil idéologique d'État extrêmement puissant, vient d'interdire à Trump de retirer le droit du sol qui est inscrit dans la Constitution américaine par le 14e amendement aux enfants d'immigrés. C'est une vieille lubie de l'extrême droite américaine. Comme vous le savez, aux États-Unis, extrême droite et droite, la frontière est ténue, consistant à dire que la fondation constitutionnelle des États-Unis depuis 1870, qui est que si vous êtes né sur le sol américain, vous êtes de facto un citoyen des États-Unis protégé par le 14e amendement, eh bien ça, c'est quelque chose que Trump est en train, on pensait que c'était impossible, est en train de détricoter, et la Cour suprême dit qu'il a le droit, peut-être, qu'on ne sait pas, mais qu'en tout cas, un juge ne peut pas l'en empêcher. L'autre chose que vient décider la Cour suprême, c'est d'autoriser Trump à déporter les immigrés clandestins vers un pays autre que leur pays de naissance. Et donc, il y a en ce moment des contrats qui sont passés avec un certain nombre de pays d'Afrique où le Pentagone a des bases militaires pour exporter Vénézuéliens, Mexicains, enfants du Nicaragua, quelque part à Djibouti, au Sénégal ou au Rwanda, comme l'avait fait Rishi Sunak en Grande-Bretagne. Donc tout ça est devenu légal. Je passe très vite, bien sûr, sur les éléments fondamentaux du projet de loi qui est en ce moment en négociation au Sénat. Évidemment, Cédric l'a dit là encore, pardon, des régulations massives, réformes fiscales régressives consistant à baisser massivement les impôts sur les sociétés, sur l'héritage et sur les plus grandes fortunes, et augmentation qu'on estime entre 4 et 8% des impôts pour les ménages les plus faible. Mais surtout, il y a dans ce projet de loi quelque chose qui est de l'ordre de la confiscation du patrimoine des pauvres vers les plus riches, vers le siphonnage de l'assurance sociale et d'un programme très particulier qui s'appelle Medicaid. Medicaid, ça date de 1965, c'est le minimum de protection sociale, c'est le fait de pouvoir vous soigner par une assurance publique lorsque vous êtes ou handicapé ou parent d'enfants handicapés ou que vous êtes à très très bas revenus. Aux États-Unis, c'est vraiment le niveau minimal d'État-providence pour les plus pauvres, et il y a près de 50 millions d'Américains aujourd'hui qui ne peuvent se soigner que parce qu'il y a ce programme fédéral qui prend en charge, c'est une sécurité sociale, si vous voulez, pour les plus pauvres. Les Républicains essayent de liquider ça depuis des années. Ils viennent d'obtenir que passe au Sénat un projet qui impose le fameux, ce qu'on appelait sous Blair, le welfare to workfare, imposant de travailler pour les gens et les enfants qui reçoivent cette assurance, ignorant complètement que la plupart des pauvres qui reçoivent cette assurance sont déjà des travailleurs. Et donc les premières estimations font état de quelque chose comme entre 9 et 15 millions de personnes qui, dans quelques semaines, n'auront plus d'assurance santé. Donc le principe, si vous voulez, de cette espèce de confiscation de la protection des plus faibles pour le transfert de richesses vers les plus élevés, qui est une vieille ficelle réganienne, continue à très très bien fonctionner. Mais j'aimerais, moi, m'arrêter sur un point qui me semble le plus important dans ce budget et qui, à mon sens, passe un petit peu trop sous le radar, et malheureusement, c'est le cas de le dire, qui est l'augmentation de 30% du budget du Pentagone. 30% dans le budget actuel. C'est-à-dire que c'est pas comme si le budget du Pentagone était faiblard jusque-là, mais il a dépassé $1 trillion. Donc j'ai bien vérifié sur Google ce matin ce qu'était 1 trillion, parce que j'en manipule rarement. C'est donc 1 milliard, 2 milliards. Voilà. Donc on atteint des sommets jamais égalés, c'est bien ça ? 1000 milliards. 1000 milliards, encore mieux. Je l'avais noté, mais j'ai pas mis les lunettes. Pour vous donner une idée, c'est 40% des dépenses de défense de l'ensemble de la planète. C'est un budget qui est supérieur à celui des 9 pays suivants, qui inclut la Russie, la Chine et l'Arabie saoudite.
pour vous donner une idée, beaucoup de pays aimeraient avoir ça comme richesse nationale. Il y a dans cette augmentation de 30% du budget du Pentagone, quasiment 80% qui va à l'industrie militaire en tant que telle, 100 millions qui vont... 2 milliards qui vont à l'industrie de la surveillance et encore 100 qui vont à la surveillance des frontières et à la déportation des immigrés. Depuis les années 80, il y a eu un phénomène massif de privatisation et de sous-contractualisation des activités de surveillance et de défense aux États-Unis. Mais qui sont aujourd'hui les principales entreprises qui sont les sous-traitants de ce nouvel complexe militaro-industriel américain? En réalité, vous vous souvenez peut-être, pendant la guerre d'Irak, c'était Halliburton, c'était Blackwater, c'était la famille Cheney, etc., qui faisait en Irak du commerce privé grâce à la guerre. Aujourd'hui, c'est la tech, si bien qu'on parle aujourd'hui du complexe militaro-digital. Et il faut savoir que toutes les entreprises, absolument chacune d'entre elles qui étaient présentées dans le tableau que vous avez vu, qui sont les principales entreprises de capitalisation boursière, depuis Nvidia jusqu'à Google, de Palantir en passant par Oracle, et y compris Meta, et toutes celles qui sont connues, y compris dont on ne sait pas les activités de surveillance et d'activités militaires, sont partie prenante aujourd'hui de ce qui est une manne financière sans précédent dans l'histoire du capitalisme militariste américain. Et donc, mon hypothèse est de dire que peut-être ce qui unit ces différentes factions du capital qui, en théorie, en surface, ne sont pas d'accord sur la stratégie économique le plus à même d'assurer la stabilisation du capital ou bien cette espèce de course en avant de spéculation, c'est le complexe militaro-industriel nouvelle façon. Et la nouvelle frontière de ça, c'est l'intelligence artificielle. Il y a quelque temps, Sam Altman a donné un mémo à Donald Trump pour dire, voilà, nous sommes dans une guerre civilisationnelle, donc civilisationnel devient le nouveau mot de la sécurité nationale. Il nous faut un appareil militaire et de surveillance que seule l'intelligence artificielle peut nous donner. Alex Karp, qui est un des fondateurs de Palantir, a écrit un livre, et donc c'est celui qui est censé être de gauche chez Palantir, juste pour vous donner une idée de ce qu'est être de gauche dans la tech, a écrit un livre qui s'appelle la République technologique, dans lequel il dit « Nous devons nous mettre au service de l'hégémonie américaine et de sa superpuissance à l'échelle du monde ». Et donc ils sont pleinement engagés dans ce projet de restauration de l'hégémonie militaire et de surveillance. Et donc cela se traduit par le fait qu'aujourd'hui, ils sont en charge de la surveillance satellitaire avec Starlink, de la détection et de la collecte de données. Ce sont eux qui assurent, par exemple, on sait que le fait qu'ils aient détecté, soi-disant, de l'uranium enrichi en Iran, c'était grâce à Mosaic, qui a permis la collecte de données. On sait que la surveillance des dissidents, des manifestations et des manifestants et des immigrants sans papier, sans parler des étudiants, est assurée par les données qui sont données par Google et par Meta au gouvernement américain, et que l'ensemble des services de surveillance, à commencer par ICE, parviennent à traquer par suivi biométrique, de couleur de l'iris, d'empreintes digitales, etc., par Palantir, qui est aujourd'hui le premier agent de la police américaine. Donc tout cet écosystème techno, surveillo, polisso, militaro, hégémonique est aujourd'hui en pointe de ce qui sera la nouvelle frontière de la croissance américaine. Et je finis, car il me reste 2 minutes, par évoquer quelque chose qui est assez intéressant. Une essayiste de la tech qui s'appelle Karen Howe a sorti un livre que je vous recommande beaucoup qui s'appelle L'Empire de l'IA, où elle montre comment la division internationale du travail et la grande logique des théoriciens de la théorie de la dépendance et des internationalistes tiers-mondistes des années 70 est entièrement en train d'être ressuscitée par l'économie politique de l'intelligence artificielle, avec une division du travail entre la Silicon Valley, où il y a une petite poignée de fondateurs venture capitalistes, c'est-à-dire ceux qui font du capital risque, et propriétaires des licences auxquelles l'État américain paye des abonnements. Donc le ministère de la Défense paye un abonnement à la Vallée pour assurer ses missions de police et de surveillance. Et comment, en réalité, ceux qui sont aujourd'hui de faire le petit boulot
consistant à trier, par exemple, toutes les données que les modèles d'intelligence artificielle absorbent sur l'Internet anglophone en permanence. Il y a plein de poubelles, plein de propos racistes, de scènes de torture, de pornographie, et les gens qui sont payés pour débarrasser les bases de données de ces poubelles de l'Internet, ils se trouvent au Kenya, ils se trouvent en Amérique latine, et ce sont eux qui sont aujourd'hui l'espèce de prolétariat surdéshumanisé qui permet à l'IA de se présenter dans une espèce de mouvement spéculatif qui est à l'image, je ne sais pas, de ce qu'a été la spéculation immobilière avant le choc de 2017. Et cela nous ramène à mon Chili, avec lequel j'ai commencé cette présentation, puisqu'elle donne cet exemple qui me semble tout à fait parlant, puisque dans cette quête énergétique de l'intelligence artificielle, qui suppose de consommer une quantité d'eau absolument astronomique, un data center, c'est l'équivalent de la consommation d'eau et d'électricité de la ville de Washington. Les 10 ans de moratoire dont on parlait tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, c'est l'équivalent de la consommation d'eau et d'électricité de 1 an pour le Japon, pour vous donner une idée de ce que ça suppose comme extractivisme de poursuivre la recherche en intelligence artificielle. Et j'ajoute par ailleurs que le Pentagone est aujourd'hui le premier consommateur et le premier émetteur institutionnel du monde de gaz à effet de serre, le Pentagone, à lui seul. Et donc, Karen Hao donne un exemple du Chili. Pendant la dictature de Pinochet, l'ensemble des services d'eau ont été privatisés au Chili. Vous n'avez pas accès à l'eau publique au Chili. Il ne restait qu'une petite enclave où des communautés indigènes s'étaient battues pour garder une source publique d'eau où ils pouvaient aller sans payer, prendre de l'eau gérée par la communauté à la façon des biens communs. Et c'est, comme par hasard, relève-t-elle, à cet endroit que Google a installé il y a 3 ans, ou a tenté d'installer son centre de collecte de data, qui est une espèce de gigantesque entrepôt, pour pouvoir utiliser l'eau gratuitement là où les communautés s'étaient battues. Pour la petite histoire, les populations locales se sont battues et ont réussi à chasser Google. Mais simplement, c'est un exemple du fait qu'aujourd'hui, les entreprises de la vallée, et ça m'évoque aussi beaucoup le concept de fascisme fossile du collectif Setkin, qui a parfaitement raison, que dans une perspective de raréfaction et d'effondrement de la biosphère, il y a cette espèce de lutte fascisante pour la confiscation de l'eau et de l'énergie, et c'est certainement la Silicon Valley, le Pentagone, avec son nouvel AK-47 qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui sera à l'origine de cette nouvelle économie fascisante de demain. Voilà, merci.